Dans cette section de l'étude, nous examinons les commentaires de Shira Windows sur l'Upanishad du gamer et pas à pas. L'Upanishad nous amène à regarder au-delà de notre expérience actuelle de l'esprit, de la vie, de l'énergie, du pouvoir créatif de la parole et de nos 5 sens pour nous concentrer sur ce qui en est la cause. Nous avons vu que derrière notre esprit se trouve un esprit supérieur, et derrière notre parole se trouve une conscience supramentale créative qui façonne l'univers. De même, nos sens perçoivent directement cette pure conscience qui se manifeste à travers 5 aspects différents. Maintenant, nous nous intéressons à la force vitale elle-même, qui est la vie de notre vie. Cette énergie suprême et universelle de l'existence est bien plus grande que notre vie matérielle et son énergie soutenante. Il s'agit d'une puissance qui n'est pas le produit d'autre chose, mais sa propre première cause. Elle possède le pouvoir de concevoir, de créer, de percevoir et de réaliser elle-même. Ainsi, une vie supérieure et complète existe, bien au-delà de notre expérience actuelle limitée de la vie avec nos esprits, paroles, sens et forces vitales. Cependant, chaque fonction inférieure est liée à la fonction supérieure originale, et cette connexion est le moyen par lequel notre expérience de la vie peut s'élever vers cette fonction supérieure. L'Upanishad nous guide vers cette réalisation, et Sri Aurobindo développe progressivement les idées clés que l'Upanishad met en évidence. Bien que l'Upanishad ne soit pas formulée explicitement de manière limitée, elle pointe vers des vérités profondes et larges, et en se concentrant sur certains détails, on peut atteindre une profonde compréhension qui continue à se révéler couche après couche. Ces enseignements, même après plus de 5000 ans, contiennent des perceptions profondes qui sont encore d'actualité et dépassent notre compréhension scientifique actuelle. L'utilisation du terme prana dans l'Upanishad est expliquée comme se référant à la force vitale et à ses 5 opérations spécifiques, le prana, le apana, le samana, le udana et le vyana. Chaque être vivant possède ces 5 opérations, y compris les objets inanimés et les créations humaines. En étudiant et en comprenant ces opérations, nous pouvons essayer de les intégrer dans notre expérience personnelle. Dans toutes les unités, qu'il s'agisse d'une maison ou d'une cellule familiale, on trouve les 5 opérations. Il y a toujours une opération qui nécessite de l'énergie extérieure, sous forme de nourriture ou de combustible. Dans une maison, par exemple, on a l'électricité qui doit venir de l'extérieur. Dans le corps humain, certaines parties ont besoin de températures plus élevées ou de niveaux d'énergie plus élevés, tandis que d'autres ont besoin de températures plus basses. On retrouve également ces 5 opérations dans la tentative de maintenir un niveau de qualité de vie élevé. Il faut constamment faire des efforts pour préserver l'ordre et maintenir les choses en place. Si on ne fait rien, tout tend à se dégrader et à se disperser. On retrouve également ces opérations dans notre quête de qualité de conscience et dans nos tentatives d'élever nos émotions, nos pensées et notre conscience à un niveau supérieur. En méditant, par exemple, on essaie de s'élever à un niveau de conscience plus élevé. La 5e opération concerne l'expansion de la conscience de l'énergie. Dans une maison, cela se traduit par la prise de conscience de ce qui se passe dans chaque pièce. Globalement, ces 5 opérations se retrouvent dans toutes les unités et à tous les niveaux d'organisation. La conscience et l'extension de celle-ci sont essentielles pour maintenir l'ordre et l'harmonie dans notre environnement. Lorsque nous sommes conscients de notre maison dans son ensemble, nous pouvons remarquer quand quelque chose ne va pas et prendre les mesures nécessaires pour le réparer. De même, lorsque nous sommes conscients de notre corps dans son ensemble, nous sommes capables de détecter les problèmes dès leur apparition et d'agir avant qu'ils ne s'aggravent. La pratique du yoga, telle que le pranayama et les asanas, nous permet d'étendre notre conscience à chaque partie de notre corps, ce qui améliore notre capacité à percevoir les moindres sensations et à agir en conséquence. Cette extension de la conscience favorise également le flux d'énergie vitale dans notre corps, ce qui contribue à maintenir notre santé et notre vitalité. En somme, l'extension de la conscience est nécessaire dans tous les domaines de notre vie pour maintenir l'harmonie et le bon fonctionnement. Que ce soit dans notre maison, dans notre corps, ou dans toute autre activité que nous entreprenons, la conscience et l'extension de celle-ci sont indispensables. Dans cet extrait, l'auteur parle de la respiration et de la possibilité de suspendre l'inhalation et l'exhalation pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, sans que cela ne porte atteinte à la vie. Il mentionne que cette suspension peut être réalisée grâce à la pratique du pranayama, une technique de régulation du souffle. Il explique que cette possibilité de suspension de la respiration est liée à une respiration interne différente de la respiration externe, et que les autres fonctions vitales du corps continuent de fonctionner normalement pendant cette suspension. Il mentionne également que cette respiration interne permet aux yogis de rester enterrés dans des boîtes hermétiques pendant plusieurs jours, en tirant leur énergie vitale de l'extérieur. Selon l'auteur, cette respiration interne peut être arrêtée, ce qui entraîne la suspension complète de l'activité vitale, mais sans causer la mort du corps. Cependant, lorsque la volonté de l'individu décide de reprendre le contact avec le monde matériel, l'activité vitale reprend là où elle s'était arrêtée. L'auteur mentionne également que cette respiration interne permet aux yogis d'explorer les plans supérieurs de la création en mettant leur corps dans un état d'animation suspendu. Une fois leur exploration terminée, ils peuvent reprendre leur vie physique là où ils l'ont laissée. Dans ce texte, l'auteur explique le concept de prana, qui est une force vitale essentielle à toutes les activités physiques et mentales.
Le prana n'est pas une forme d'énergie physique mais plutôt un principe immatériel qui soutient la matière et est présent dans toutes les formes et opérations de celle-ci. L'auteur évoque également la pratique du pranayama, qui consiste en la suspension de l'activité physique consciente et la parfaite immobilité du corps, afin de permettre une exploration plus profonde de cette force vitale. Selon lui, en atteignant cet état de tranquillité, on peut accéder à des niveaux supérieurs de conscience et d'activité mentale. L'auteur souligne également que la suspension du prana peut entraîner la suspension de l'activité physique, mais sans détruire la vie. Cela montre que le prana est le fondement de toute activité physique et que sa reprise entraîne inévitablement la reprise de l'activité physique. Enfin, l'auteur mentionne que, selon Sri Aurobindo, il est possible de maîtriser le fonctionnement du prana au point de pouvoir soutenir le corps uniquement à partir de cette force vitale, sans avoir besoin des mouvements physiques réguliers des 5 forces. En somme, ce texte explore le concept de prana comme une force vitale essentielle, explique comment la pratique du pranayama peut conduire à une plus grande conscience et activité mentale, et met en évidence la possibilité de maîtriser le prana pour modifier les fonctions biologiques selon les besoins. Dans cet extrait, l'auteur explique que le prana est la cause de toutes les forces physiques. Il précise que le prana ne peut pas être mesuré ou expliqué par des processus physiques car ceux-ci ne font que mesurer ses effets. L'auteur donne l'exemple de l'électricité et de la vapeur, qui sont des forces maîtrisées par l'homme, mais qui ne peuvent être expliquées uniquement par l'étude de machines utilisant ces forces. De même, la foudre n'est pas produite par le vent et les nuages, mais par l'électricité qui se trouve en eux. L'auteur souligne que le prana est également à l'œuvre dans notre propre corps et esprit, mais qui ne peut être expliqué par les processus physiques. Pour prendre conscience de son existence, il est nécessaire d'utiliser des moyens capables d'interagir directement avec le prana. La science actuelle s'arrête souvent aux effets secondaires de ces forces et ne peut pas révéler directement le prana lui-même. Dans ce texte, l'auteur explique que la véritable personne ne peut pas être connue uniquement à travers son apparence physique ou ses paroles. Il mentionne que nous devons utiliser des outils non matériels pour comprendre réellement une personne. Ces outils sont la purification de notre esprit et de notre corps, ainsi que la subtilisation de nos sensations et de nos connaissances, qui sont rendues possibles grâce au yoga. La purification de notre esprit et de notre corps implique la suppression de l'inertie et des mélanges désordonnés qui obscurcissent notre compréhension et la subtilisation de nos moyens de sensation et de connaissance consiste à affiner nos sens et notre capacité à percevoir les nuances et les subtilités. En pratiquant le yoga, nous pouvons ressentir ces effets de purification et de subtilisation dans notre corps et notre esprit, nous rendant ainsi plus conscients de notre existence. De plus, grâce à ces pratiques, nous sommes également capables d'analyser et de distinguer les opérations du principe mental pur des opérations matérielles, ainsi que du vital, qui relie et soutient les deux. Dans la tradition ayurvédique, le développement de la sensibilité est une partie importante de la formation des médecins ayurvédiques. Ils doivent d'abord être des yogis afin d'être efficaces dans leur travail réel. Lorsqu'ils récoltent des plantes médicinales, ils établissent une relation avec ces plantes, à la fois énergétique et consciente. Ils ressentent quand une plante est prête à offrir ses bienfaits, à différents moments de la journée. Par exemple, le matin, lorsque la sève monte, les propriétés des plantes sont activées de manière intense, alors que le soir, lorsque la sève redescend vers les racines, les propriétés seront différentes. Les médecins ayurvédiques sont capables de sentir cette différence et de déterminer si une plante est suffisamment mature pour être utilisée. Cette sensibilité leur permet également de distinguer les composantes physiques et mentales dans les réactions du corps. Par exemple, lorsqu'une personne mange de la nourriture qui ne lui convient pas, ils peuvent distinguer combien de cette incommodité est due à une cause physique ou mentale. En développant davantage leur sensibilité, ils peuvent distinguer ces deux éléments et même percevoir l'influence de la conscience du chef cuisinier dans le goût des aliments. De plus, cette sensibilité leur permet de détecter les mouvements des courants énergétiques à la fois dans le corps physique et dans le corps subtil. Sri Aurobindo décrit ces différentes expériences de manière séquentielle, où la purification des sensations permet de distinguer les résolutions entre le mental et le physique, avec l'expérience de la force vitale entre les deux. Le concept de force vitale est intrinsèquement lié à la vie elle-même. Cette force opère à la fois dans les domaines physique et mental. Lorsque quelqu'un dit ressentir l'énergie de quelque chose, il perçoit généralement la force vitale présente dans la substance, notamment dans le corps physique ou mental. Toutefois, atteindre une pure force vitale n'est pas aussi facile. Cela se développe graduellement en prenant conscience du lien commun entre l'action énergétique dans le domaine physique et mental. Cela permet de prendre conscience du corps subtil et de sa relation avec le corps grossier, notamment, à travers le prana, qui est le lien entre les deux. La pratique du pranayama, qui consiste à contrôler la respiration, permet de contrôler et transcender l'énergie pranique ordinaire. Cela ouvre un nouveau domaine d'expérience où l'on peut faire des choses considérées comme des miracles par les ignorants. En comprenant et en maniant la force vitale, on peut modifier le fonctionnement biologique du corps, tout comme les fonctions mentales. Avec une maîtrise de la force vitale, on peut réaliser des actions qui semblent impossibles, comme rendre le corps léger ou lourd. Cette prise de conscience et cette maîtrise se développent automatiquement à mesure que l'on devient conscient de la force vitale en nous.
Cependant, il est possible d'atteindre cela directement sans passer par le pranayama, en développant une prise de conscience et en se concentrant sur les niveaux de conscience en nous. Certaines personnes ont développé spontanément ces facultés, comme en témoignent certains incidents, tels que la lévitation partielle de Shirwin dans une prison ou la capacité de la mère à rendre son corps léger ou lourd. Ces capacités deviennent naturelles et accessibles une fois que l'on a une emprise sur la force vitale en nous. De nombreuses autres facultés peuvent également se développer naturellement et être modifiées grâce à cette maîtrise. On étudiera cela de manière plus détaillée à l'avenir. En résumé, Shirwin a permis une meilleure compréhension de la force vitale et de son fonctionnement, qui diffère de ce que nous en avions initialement associé. Ce passage parle de la force vitale qui est à la base de toutes les opérations biologiques, physiques et même mentales. Cependant, cette force n'est pas encore la véritable vie. Il y a quelque chose de plus grand, qui fait partie de la conscience de l'unité. Lentement, le texte nous guide vers cette véritable vie, en commençant par le plan essentiel. On nous invite à méditer sur cela pendant quelques minutes.